Salut Tino, Salut Matt. alors comment ça va aujourd'hui? Alors on a un accent belge maintenant? Un léger, tu vois, je remplace un peu Laurent qui avait pas d'accent, hein, il parlait pas trop allemand dans les podcasts, c'est dommage, ça apporte une petite touche. Moi j'ai un petit accent belge, c'est chantant, c'est Mais joli. écoute, on m'a pas épargné, on m'a fait 20 émissions d'accent allemand et maintenant on me fait l'accent belge. On m'aura tout fait décidément. Ou Vous alors c'est m'aurez pas peut-être toi épargné. qui nous fais Vous tout m'aurez pas avec ton épargné. accent. Moi j'ai l'accent du sud. Ça Ah, chante l'accent du sud. Bienvenue à toi Mathieu. merci beaucoup en tout cas de l'invitation. Tout d'abord je tiens à remercier Laurent pour tout ce qu'il a fait pendant les autres épisodes du podcast. Je vais essayer de reprendre la relève, ça va pas être facile parce qu'on est différents, mais je pense que ça peut donner aussi. Écoute, oui, alors pour reprendre un peu par rapport à Lolo, comme tout le monde l'a vu, hein, il est super actif en ce moment sur le groupe, il poste énormément, il s'occupe des ETF, etc. Donc, besoin de faire une petite pause par contre pour l'émission, et puis ça te permet toi aussi d'entrer en lice, hein, parce que c'est vrai que tu étais un peu l'homme de l'ombre qui faisait un peu les trucs qui nous filaient un coup de main par derrière, et puis là du coup, ça te met toi aussi, ça permet de montrer aux gens tes qualités de fondamentaliste et de boursicoteur. Donc c'est cool, d'investisseur. Donc c'est cool pour tout le monde, je pense. Bah ouais, écoute, ça va être une expérience, hein. On espère que ça plaira à tous ceux qui regarderont. Mais je pense que ça va être pas mal. Je pense qu'on va s'amuser. Donc voilà, le programme a été fait, hein. Donc le CAC 40, Tino. CAC 40, ton CAC 40, Ouais, toi mon qui CAC parle 40 qui pas, brille, qui brille, qui voilà. brille. Ouais, Suivi de Legrand. Alors Legrand, je connaissais pas beaucoup. Je savais ce que ça faisait, mais je connaissais pas plus que ça. C'est toi qui nous l'a proposé, et c'est une belle ouais, valeur en fait. C'est une belle ouais, valeur. ouais, Alors, Valneva, donc une biotech. ouais. Navia, ça c'est ma petite à moi qui aujourd'hui Aujourd'hui, c'est- il a eu des difficultés aujourd'hui. Ouais, elle a ça eu des s'est difficultés. ramassé. Ouais, Blockchain Group, ça moi je connais que de nom. ouais, J'ai regardé un petit peu ce que ça donnait, on va en parler après. ouais. Et Delta Airlines, une aérienne, très mal aimée depuis un an. Ouais. Donc voilà. Alors, écoute, le CAC pour démarrer. Mais le CAC, qu'est-ce qui se passe sur le CAC? Tout le monde, tout le monde s'étonne que le CAC ne fasse que monter, mais en même temps, pour ceux qui suivent l'émission, dont toi tu fais partie, tu sais très bien que depuis bien longtemps, j'évoque la possibilité d'une rotation sectorielle puissante et elle a lieu sous nos yeux. Ça tombe bien pour le CAC, puisque lui, c'est un indice qui est gavé, gavé, gavé de cycliques, de bancaires, de pétrolières, d'aériens, etc., etc. Et ces valeurs-là, donc clairement, actuellement, elles sont poussées vers le haut. Le marché joue la reprise, tout simplement, joue la fin du Covid. Est-ce qu'il s'avance un peu? Peut-être, mais bon, les retours quand même des pays qui se vaccinent sont plutôt bons. Les chiffres sont quand même excellents. Donc bon, le marché joue ça et s'oriente sur les valeurs qui ont été encore massacrées. Euh, je pense encore une fois aux pétrolières, je pense encore une fois aux bancaires, etc. Alors, effectivement, le CAC, pour zoomer, bon, pour faire l'antériorité, comme on le fait d'habitude, bon, il y a eu la chute du Covid qui a été absolument gigantesque, et puis il y a eu un rebond qui a été consolidé en forme de drapeau, et puis ce drapeau a été cassé par le haut, et puis il y a eu une explosion haussière, deux vagues, et puis là on est là sur la troisième vague de hausse, et cette vague de hausse qui est née par cette oblique là que j'ai matérialisé en noir, et figure-toi que moi-même, j'ai été surpris, hein. Elle a cassé par le haut. Et aujourd'hui, on est venu s'y appuyer dessus. Et on est clairement en plein milieu du gap Covid, du premier gros gap Covid, du gap du 24 février. Et on se dirige tout droit vers les sommets, quoi. Donc, ça paraît étonnant, ça paraît surprenant, mais c'est une réalité. Alors, est-ce qu'on ne va pas quand même un petit peu souffler dans les prochains jours? On a vu aujourd'hui qu'il y avait une petite pause. Bon, je pense qu'on va quand même un petit peu se tasser. Maintenant, c'est aussi les points.
c'est haussier. Il y a une belle figure de continuation. Pour le moment, j'ai aucun, comme depuis plusieurs semaines, j'ai aucun signal de retournement. Euh, Sur les indices américains, ça a été beaucoup plus compliqué. On ne va pas aller le voir dans le détail, mais bon, le Nasdaq, il est dans une période d'immense volatilité. Donc attention sur le Nasdaq, beaucoup de dangers sur le Nasdaq pour les non-initiés. Donc il y a beaucoup de volatilité à la hausse comme à la baisse. Donc dans ces marchés-là, si on n'a pas un œil expert et voilà, il vaut mieux s'abstenir, je pense. On voit aujourd'hui le rebond absolument fou du Nasdaq sans annonce, alors que hier, il était au fond du trou. C'est un marché d'algorithmes en ce moment sur le Nasdaq. Est-ce que justement le rebond du Nasdaq aujourd'hui, on pourrait pas le qualifier carrément de bull trap? Euh, Tu peux pas le savoir. Pour le moment, tu peux pas le savoir. Pour moi, le Nasdaq de mémoire, il y a un gros pivot. J'ai un gros pivot à 12 200 points de mémoire. Pour moi, tant qu'on le tient, il n'y a pas de danger court terme. Donc pour moi, ça va. Mais je trouve que effectivement, tu as raison. Combien, ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'on a des rebonds spectaculaires et puis le lendemain, les petits porteurs se font rincer parce que ces rebonds, ce sont des rebonds qui ont lieu souvent, très souvent sur le Nasdaq en gap haussier. Donc tout de suite, on rentre sur des valeurs qui ont déjà pris 10-15%. Donc finalement, on rentre sur une fin de rebond et le lendemain, souvent, ça fait pouf. Donc la stratégie, soit on rentre la veille au soir et c'est culotté, mais pourquoi pas, soit effectivement on attend que la volatilité se rétracte et qu'on ait une figure qui peut être un triangle, un rang, ce que vous voulez. Et puis, si cette figure casse par le haut, effectivement, là on peut tenter le coup. Voilà. Mais pour le moment, c'est difficile, c'est plus de l'intraday que du marché d'investisseurs sur le Nasdaq. Contrairement aux indices européens et aux values, notamment. En fait, est-ce que en ce moment, la faiblesse du CAC n'est-il pas sa force? Parce que justement, dans le CAC, par rapport au Nasdaq, il n'y a pas beaucoup de valeurs de croissance. Oui. On n'a pas de grosse tech. Non. Le CAC 40, à part Capgemini encore, allez, Et si on ST veut. Micro, qui est semi-conducteur, mais il n'y a pas, non, en effet, il n'y a pas, très peu, très, très peu, très, très Et peu. on voit que depuis 2 semaines, ah, la tech, c'est pas trop ça, hein. D'ailleurs, Ben, ouais, pour les raisons que je t'évoque, alors il y a la hausse des taux, bien évidemment, qui fait peur, l'inflation, etc., qui fait peur. Mais il y a surtout, ça c'est pour moi, c'est surtout qu'on se rend compte que on a pris beaucoup d'argent sur la tech depuis des semaines, voire des mois, et qu'en Europe, il y a des valeurs qui sont complètement oubliées, complètement massacrées, et on peut revenir. Pourquoi se priver d'avoir pris 30, 40, 50, 60% sur la tech et pas derrière enchaîner avec la même chose sur le marché européen? Et clairement, vu les volumes qu'on a vus ces derniers jours, moi je regarde tous les soirs, je fais une synthèse des volumes. C'est impressionnant quand même, ce qui arrive. C'est pas des petits porteurs qui achètent actuellement sur les values européennes. Ça, c'est clair, net et précis. C'est pas des petits porteurs, c'est des institutionnels. je pense. Oui. Oui. Vu, Ou vu la quelqu'un qui a beaucoup profondeur des d'argent. volumes, oui. Vu la profondeur des volumes, quand tu arrives à faire bouger Airbus de 5%, c'est que c'est pas des petits porteurs qui, qui sont, qui sont devant leur clavier. Ça, c'est sûr et certain. Écoute, je vais être franc avec toi. Bon, ça fait pas partie du programme, hein, mais Airbus, moi, tu sais, je suis actionnaire. J'ai acheté Airbus en me disant, bon, j'ai le temps, 2 3 ans avant que ça atteigne les 100 euros. Oui, oui. Rien ne Ouais, ben, justifie qu'elle réatteigne les 100 euros maintenant, pour moi en tout si, cas. les liquidités, et il y a un afflux de liquidités qui viennent des États-Unis et qui pousse clairement. Eh, mais les liquidités, c'est pas le fondamental de l'entreprise. C'est un élément extérieur qui vient pousser dessus. Oui, sauf que si tu as des liquidités supplémentaires, finalement, c'est pas le marché qui monte, c'est juste que tu as des liquidités en plus, c'est toujours la même chose. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est si tu as une demande supérieure à l'offre, et donc en injectant des liquidités, tu as de la demande, Mhm. forcément, ton offre, elle monte. Et c'est le cas, actuellement, c'est pas forcément le marché en lui-même qui monte. C'est juste que tu as beaucoup plus de demandes et une offre relativement réduite. Bon, de toute façon, Airbus est une belle valeur, hein, je dis pas le contraire. Mais pour moi, là, allez, hormis les liquidités, rien ne justifie qu'elle reprenne le seuil des 100. On commence par quoi, Mathieu, déjà? Mais écoute, on va commencer Valneva.
Valneva, allez, vas-y, je t'écoute. Alors, Valneva, alors, elle a quand même une actualité assez intéressante, Valneva, puisque non seulement elle travaille sur le vaccin Covid, hein, puisque c'est une pharma, donc bon, les pharma, depuis mars, ça a bien profité, hein. Faut dire ce qui est. Quand tu vois le graphique de Valneva, ben voilà, on l'a devant les yeux. Son cours, il était assez en dents de scie, il n'était pas fameux, il décollait pas. Et là, crise Covid, c'est monté en flèche. D'ailleurs, là, il y a une belle correction qui est en train de se faire. Mais elle se concentre non seulement sur le vaccin Covid, mais également sur, là actuellement, un vaccin contre le chikungunya. Excuse-moi la prononciation Oui, oui, qui n'est pas très bonne, peut-être. oui, Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'au moins, elle montre qu'elle ne travaille pas que sur un seul domaine. oui, elle est diversifiée, oui. Parce que niveau Covid, on en a plein actuellement qui travaillent dessus. Il y a annonce sur annonce, coup de com sur coup de com. Non seulement ça, mais en plus de ça, la France, elle a réaffirmé qu'elle voulait soutenir ses propres biotech. Donc ça, c'est intéressant pour Valneva. Et troisième point que je dirais qui est très intéressant d'actualité pour elle, c'est que Sanofi, Sanofi a dit clairement que le vaccin Covid, c'était pas pour demain, hein. Je crois qu'il avait annoncé que c'était fin 2021. Tu vas peut-être me corriger là-dessus. Mais pour ça que je pense que Valneva peut encore tirer son épingle du jeu par rapport à, je veux dire, son concurrent le plus direct français qui serait Sanofi à ce niveau-là. Oui, Alors, pourquoi moi, j'investirais pas dans Valneva malgré tout? C'est une belle boîte, hein. Si je regarde ses chiffres, elle a une marge brute de 60%. Elle a un chiffre d'affaires qui est en hausse constante sur les dernières années. Et surtout, point très intéressant, elle a presque pas de dette, voire quasi pas, parce que ses capitaux propres justifient son total de ses passifs long terme. Donc ça, c'est très intéressant à savoir pour une boîte. Je suis même étonné que Valneva n'a pas plus de dettes. Mais pourquoi est-ce que j'investirais pas dans une pharma? Parce que j'aime pas. C'est purement subjectif. Moi, j'aime pas les pharma. C'est volatile. C'est dépendant c'est de volatile. beaucoup de facteurs extérieurs. C'est dépendant aussi des possibles effets secondaires sur leurs médicaments, sur les autorisations. Est-ce qu'un médicament va être autorisé ou pas? Je rappelle aussi que là, le vaccin Covid de Valneva doit passer encore la phase 2 et la phase 3. Si demain on annonce que c'est un échec total, non seulement la correction que tu es en train de bien montrer là, elle va se poursuivre encore plus. Donc, pour investir dans Valneva maintenant, à long terme, moi je trouve ça dangereux et moi je ne le ferai pas. Ça, c'est mon seul avis. Donc, il faut avoir les reins solides, je pense, quand tu rentres dans des valeurs comme ça. C'est pas des Oui, valeurs pépères où tu vas aller replacer ton argent et te dire ça va monter tranquillement. Il faut surveiller. Donc, il faut être très attentif à ça. Et c'est aussi le problème, je pense, qu'ont eu beaucoup de particuliers depuis le Covid avec les pharma, c'est qu'on pensait tous trouver la nouvelle Galapagos. Tu vois, Galapagos, ça fait un boom, ça a rendu des gens un peu plus riches, mais pour une Galapagos, il y en a combien qui se plantent? Donc, c'est dangereux. Moi, Valneva, fondamentalement, je dis pas que c'est mauvais, c'est même bon, mais c'est une pharma. Et pour moi, ça, c'est rédhibitoire. Voilà. Maintenant, toi, tu vas certainement nous dire qu'il y a sûrement un plan de trade intéressant à faire à court terme, et je suis tout à fait ouais. d'accord avec toi. Après, c'est toujours. Voilà, bah, en termes techniques, bon, effectivement, bon, on l'a vu tout à l'heure sur le graphe, bon, c'est une recovery, hein, donc c'était une action qui était un peu en sommeil, une biotech qui était un petit peu en sommeil. Et effectivement, comme l'immense majorité des biotech, elle a été remise sur le devant de la scène grâce ou à cause, plutôt à cause du Covid. Et donc, en effet, on a eu une super de progression. Comme souvent, on a fini par une hausse exponentielle, hein. Là, en quelques séances, c'était la période où tous les médias en parlaient. Donc, on a eu 53% de hausse en 6 séances, en une semaine, un peu plus d'une semaine. Donc, effectivement, figure de retournement avec un doji en pointe et puis une grosse bougie rouge. Et puis, on est venu consolider. Alors, si on voulait être intéressé par l'achat de Valneva, alors déjà, Valneva, jusqu'à preuve du contraire, c'est une tendance haussière de court et moyen terme. Donc, c'est le genre d'action qui se trade. Il y a, d'après moi, trois zones importantes. La première zone, on y est. C'est une zone de soutien
qui a fait ici support, ici support, ici support, et là, on est en plein dessus. Donc, pour le moment, je n'ai pas de signal d'achat. Pour moi, il faudrait attendre éventuellement le dépassement ici des 11 euros en gros, qui pourrait être éventuellement un signal d'achat avec un stop qui se situerait sous les 10 euros. Donc en gros, dépassement, franchissement des 11 euros, on achète, on met un stop sous les 10 euros et on va chercher éventuellement déjà, on va dire la moitié, hein, déjà on va dire 12 euros, 13 euros, et puis on va chercher ensuite les 15 euros et quelques, ce qu'on appelle le top, le dernier plus. Voilà. Si cette zone-là ne réagit pas et qu'on n'a pas ce franchissement, éventuellement, on ira sur la zone en dessous. La zone en dessous correspond à un gap qui a été laissé ouvert, un gap haussier qui a été ouvert le 12 janvier, en effet. Et on pourrait se dire qu'en cas de comblement de ce gap et de redémarrage à partir de là, on mettrait un stop sous le comblement du gap et on essaierait d'aller chercher un peu plus haut. Et la troisième zone, c'est cette zone-là qui est un peu plus long terme, celle-ci du coup, voilà, qui est ici. On pourrait se dire que si ces deux premières zones ne tiennent pas, c'est certainement la troisième ici, qui pourrait éventuellement, sur réaction, constituer une zone d'achat éventuelle. Voilà. Avec un stop toujours pareil en dessous, une fois que ça a redémarré. Donc voilà pour moi les trois zones potentielles d'achat à surveiller dans les prochains jours, les prochaines semaines, voire peut-être les prochains mois à voir. Oui, donc rentrer sur Valneva, non, c'est dangereux. Mais de toute façon, même rentrer sur Valneva à 7 euros, c'est dangereux. De toute façon, du moment où on est sur une biotech, c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle, sur des biotech, moi je traite beaucoup les biotech, même si un petit peu moins en ce moment, parce que forcément l'actualité ne les aide pas. Mais sur les biotech, ce sont des tailles de position, comme on l'a toujours dit avec Laurent, hein, des tailles de position relativement modestes et avec surtout des stop-loss. Des stop-loss qui te permettent de te dire, bon ben voilà, je mets un stop à 10-15% si mon plan, ou même en moyenne, enfin peu importe, mais et si mon plan ne tient pas, ben à ce moment-là, je sors. Les biotech, c'est toujours la même chose. Ce sont des titres qui sont très volatiles. Donc, ce sont des titres où on peut gagner énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et en même temps, on peut en perdre forcément beaucoup. Ça va des deux côtés. C'est un peu comme les US. On dit tout le temps les US, c'est booming. Les US, c'est booming, mais des deux côtés. Quand on perd aussi beaucoup. Donc, voilà. Donc, toujours, c'est une question de money management et de taille de position et d'approche du risque qui est important. C'est vraiment pas une valeur pour un nouveau boursicoteur qui arrive et qui se dit, Non, tiens, non, 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 j'ai non, plein voilà, non, d'argent à non, non, placer, quoi. clairement non. Non, clairement non, non, clairement non. Donc ça, fait attention. Ok, parfait. Tu veux qu'on passe à Legrand? Le grand, Allez. vas-y. Donc ben, Legrand, c'est donc une société française, mais qui est mondialement reconnue quand même pour ses infrastructures électriques. Alors, Legrand, pourquoi je trouve ça très intéressant en fait? Non seulement son chiffre d'affaires, pardon, excuse-moi, ce chiffre d'affaires, il n'est pas basé vraiment que en France. Comme je disais, il est mondialement reconnu. Il fait même 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger, à l'international. Et ça, c'est intéressant. Donc, rien qu'avec Legrand, tu as un peu une diversité géographique qui fera que, en fonction de tel ou tel problème dans tel ou tel pays, ça va pas l'impacter énormément. Par exemple, si je fais un parallèle avec Navia, dont on va parler tout à l'heure, qui a ses contrats quasiment que en Asie, bah, problème en Asie, problème sur Navia. Donc le grand, elle n'a pas ça. Elle a un chiffre d'affaires qui est très stable, un résultat net qui est très stable, marge brute de 51% et ratio dette qui est de 0,76. Donc elle n'a pas énormément de dettes. Ses capitaux propres couvrent ça. Donc ça, c'est très bon pour un investissement long terme. Bon, ici, on voit que à court terme, je vois ici donc dans ton graphique qu'elle a subi aussi une correction, mais un petit peu comme une grosse partie du marché, hein. Elle verse également un dividende de presque 2%. Alors, c'est pas la gloire. Pour ceux qui aiment les dividendes, c'est pas ça qu'ils vont aller chercher. Pour ceux qui n'aiment pas les dividendes, c'est pas une épine dans le pied. Mais elle a un taux de distribution de 55% de son dividende. Ce qui fait donc qu'elle peut avoir trois stratégies, là je spécule, mais possibles. Augmenter son dividende, elle a de la marge, faire de futures acquisitions,
c'est possible. Ou alors tout simplement faire du rachat d'actions. Comme par exemple Apple qui procède du rachat d'actions avec donc, des dividendes qui ne distribuent pas. À la paire de 26. Alors le PER, le sacro-saint PER que tout le monde se focus dessus, il faut savoir qu'actuellement, les PER, ils explosent. Donc on dit le PER, c'est plus très intéressant. Mais un PER de 26, c'est assez rare maintenant, surtout pour une telle boîte. Donc ça a le mérite d'être souligné. C'est rare, tu veux dire, c'est pas très élevé, ce que tu veux me dire. Voilà, c'est pas très élevé, parce que maintenant on a quand même des PER qui sont très importants. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bien sûr, tout le monde va me dire, ouais, mais là tu prends l'exagération, mais Tesla, son PER, je pense qu'il a atteint 1400, quelque chose comme ça. Donc, enfin, on est dans des PER exponentiels. Donc, un PER de 26, pour moi, c'est super. C'est super. Donc, mon sentiment, bah, c'est une boîte française qui est vraiment très intéressante. Moi, je suis pas actionnaire, mais elle aurait pu clairement avoir une place dans mon portefeuille. Honnêtement, je l'ai découvert parce qu'on a commencé à en parler ici. Ouais. Donc, elle m'était passée un peu sous le nez. Je peux pas surveiller toutes les boîtes non plus. Mais je pourrais en faire une place. Je pourrais vraiment faire une place dans mon portefeuille pour une telle valeur. Franchement, je trouve qu'elle est très intéressante. Il faut bien sûr analyser plus en profondeur pour ceux qui voudraient les chiffres. Là, je l'ai fait assez succinctivement, mais il faut regarder. D'ailleurs, si tu as un point d'entrée, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent s'y plonger plus fortement. Ok, alors, merci Matt. Du coup, alors, bon, ben, en hebdomadaire, bon, bien évidemment, c'est une action haussière. Alors, comment on reconnaît une action qui est haussière? Je vais essayer il m'a été demandé d'essayer de donner quelques petits, pas trucs et astuces, mais bon, quelques petites infos techniques. Alors, tout simplement, une action est haussière parce qu'elle casse des nouveaux plus hauts. Et on le voit, hein, les nouveaux plus hauts sont de plus en plus hauts, et effectivement, les plus bas sont tous de plus en plus haut également. C'est comme ça qu'on définit une action haussière, ce qu'on appelle la loi de Dow. Alors, on voit d'ailleurs hein, que la moyenne mobile à 200 semaines a bien fait son effet, hein, ici, notamment, et ici aussi, a bien servi d'appui. C'est pour ça que moi, la moyenne mobile à 200 jours est une des moyennes mobiles, pour ne pas dire pratiquement la seule que j'utilise. C'est ta référence. Ah oui, pour moi, c'est la moyenne mobile à 200 périodes, quelle que soit la période, pour moi, c'est la meilleure, en simple, hein, pas en exponentiel, c'est la meilleure, Prenez tous des notes. c'est la meilleure référence entre les acheteurs et les vendeurs. En gros, qui c'est qu'à la main? Au-dessus, pour moi, c'est les acheteurs qui ont la main. En dessous, pour moi, je pars du principe que ce sont les vendeurs qui ont la main. Alors, sur le grand, donc très intéressant. Hop, je virer ça. J'avais stop loss parce que je suis rentré moi sur le grand, donc c'est bien qu'on en parle parce que je suis rentré moi avant-hier, je crois, dessus. Alors, euh, effectivement, on a une zone de soutien qui était ici, ici et ici. On avait en plus toujours ma moyenne mobile à 200 jours à proximité. Donc le marché s'est fait un malin plaisir de ne pas l'enfoncer. D'accord. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on avait? Donc, on a eu ce rebond sur la moyenne mobile, effectivement, à 200 périodes. Et on a eu une cassure d'un plus haut. Comment tu vois cette cassure d'un plus haut? Tu la voyais avec ce petit plus haut-là qui était ici. Il y avait une petite résistance qui était ici. Hop, elle a été cassée. C'est-à-dire qu'on a fait ici, tu vois, c'est-à-dire que dans une tendance haussière, c'est-à-dire avec des plus hauts de plus en plus hauts, on a quand même des petites tendances baissières. D'accord? Donc nous, ce qu'on cherche, c'est d'attendre que cette tendance baissière dans la tendance haussière long terme soit terminée pour reprendre la tendance de fond. Et effectivement, comment on identifie que la tendance potentiellement la tendance baissière court terme est terminée, ben, quand on fait un nouveau plus haut. Et là, effectivement, tu vois, il y avait des plus hauts de plus en plus bas, ici, 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 et puis on les a cassés, tu vois. Donc tu avais ce plus bas là, hop là, pardon, je me suis trompé, voilà. Tu avais ce plus bas là qui était plus bas que ce plus bas là, et tu avais ce plus haut là qui était plus haut que ce plus haut là. Donc on est potentiellement retourné vers une tendance haussière. Donc là, comment ça se
passe, comment techniquement on fait? Eh bien, tout simplement, on paye ce qu'on appelle le breakout ici. Et on met un stop où? On met un stop ici. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, ce que le marché va faire, on n'en sait rien. Peut-être que le grand va se retourner, va venir taper le stop et redescendre vers les abysses. Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on se dit qu'il y a potentiellement ici un retournement. Est-ce que le grand va venir consolider et repartir? Ça, impossible de le savoir. L'analyse technique ne prête pas la tête. L'analyse technique juste montre des zones, tu vois, des zones de prix où éventuellement eh bien, le marché peut réagir. Pour ceux qui me connaissent un peu, il y a également des croisements qui peuvent être intéressants. Notamment, moi, j'utilise beaucoup le croisement de la moyenne mobile 7 et 20 période. Et on s'aperçoit que souvent, pas toujours, et en tendance, pas toujours, mais souvent, quand il y a un croisement de moyenne mobile 7 et 20 périodes, comme ici, comme ici, comme ici, ça ne marche pas tout le temps, mais voilà, sur les tendances haussières, quand il y a des croisements, souvent, ce sont des confirmations de reprise de tendance. Et là, effectivement, on avait un croisement baissier ici, tu vois, le 28 janvier. Donc, on aurait pu vendre ici, en par là, dans cette zone-là, hein, même en par là, éviter la baisse ici et repayer au croisement qui va arriver, hein, qui va arriver certainement demain ou après-demain, au croisement des moyennes mobiles ici. Voilà. Alors justement, moi j'ai une question pour tous les néophytes de l'analyse technique dont je fais partie. Quand tu Oui. dis je paye le breakout, Oui. tu attends que la séance se termine et tu payes ou tu payes en pleine séance? Alors, moi, malheureusement, dans 99% des cas, en séance, je travaille. Donc, je ne boursicote que à ma pause entre midi et deux avec mon plateau repas devant l'ordi, quoi. Quand je suis en télétravail ou quand j'ai la possibilité de déjeuner devant mon PC. Et sinon, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait généralement pour les gens qui font du swing, donc qui ne se connectent que le soir? On pose ce qu'on appelle des ordres à seuil de déclenchement. En fait, on va voir que le dernier plus haut, c'était 73,82. On va mettre un ordre à seuil de déclenchement 74, par exemple, ou à 74,5, peu importe. Après. Et on va se dire que si le cours revient ici, breaker la résistance et emporter mon ordre, bien, à ce moment-là, je serai dedans. Alors, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Encore une fois, ça ne veut pas du tout dire ça. Mais ça veut dire que si on a bien calculé son ratio rendement-risque, tu vois là, le ratio rendement-risque, il est très bon. Pourquoi? Parce que tu as le breakout qui s'est fait et le dernier plus bas est à 3,69% et tu vises, allez, on va dire, ne serait-ce que ce plus haut-là, qui n'est même pas le plus haut, rien que ce plus haut-là, il est à 6%, donc tu as un ratio de 2. Et si tu vas chercher le dernier plus haut, tu as un ratio à 10, donc on va dire pratiquement un ratio de 2,5-3. Donc, ça veut dire que si tu ne prends que des trades comme celui-ci, en ayant raison qu'une fois sur deux, tu seras gagnant sur le long terme. Mais justement, Tino, pour ceux qui nous suivent, toi tu privilégies de faire vraiment le trade à quel ratio? Ah, pour moi, c'est au moins un sur deux. Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est au moins un pour un. C'est-à-dire que si ton stop n'est pas au moins à la distance de ton premier objectif, moi je mets toujours deux objectifs. Un premier et un second. Le premier étant au moins égal à la distance de mon stop. Mon stop est à 5%, je ne vends pas tant que je ne suis pas au moins à 5%. Parce que j'estime que j'ai raison qu'une fois sur deux. Des fois, j'ai plus. En ce moment, le marché va bien, j'ai raison un petit peu plus. Il y a 15 jours, le marché était catastrophique, j'avais raison un petit peu moins. Donc, j'estime qu'en moyenne, il faut que j'ai raison plus d'une fois sur deux. Enfin, il faut que mon ratio soit à plus de 1 sur 2 parce que j'ai raison à peu près une fois sur deux. Comment? C'est ça, en fait, vraiment le trade par analyse technique, il faut bien dire aux gens que c'est pas du 100% gagnant, c'est pas parce qu'on a le point d'entrée et Mais non, l'objectif que ça mais va être non, ça. mais non. Il n'y a personne. Moi, je connais personne qui a des ratios de 90%, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou alors, il faut me les présenter. Ça n'existe pas. Il faut suivre la formation dans ce cas-là. Il faut suivre la formation. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. J'ai un taux de réussite qui est relativement peu élevé. Par contre, et ceux qui me suivent sur Twitter, hein, quand j'ai raison, c'est des hausses. Ben, aujourd'hui, on avait Fermentag. Entre midi et deux,
Ce matin, à l'Open, j'avais fait un post sur Fermental, elle était à plus 3 au moment où j'ai fait le post, et j'ai indiqué que si on cassait la résistance, eh bien, effectivement, on allait chercher très haut. Et au final, on avait un stop à 3%, et Fermental, elle a clôturé à plus 13 ou plus 14. Donc, il y avait un super ratio. Donc, je sais qu'avec ce genre de trade, si j'ai raison une fois sur deux, c'est bon, ça me suffit. Tu comprends? Que demande de plus le peuple? Écoute, Ensuite, alors ensuite, on peut partir sur Delta Airlines. allez, vas-y. Bon, bah, Delta Airlines, on va pas se mentir, hein, on sait ce que c'est une aérienne. Qui dit aérienne Oui, dit c'est pas la joie. Et en effet, ça se voit même dans les chiffres, puisque bon, en 2020, elle a une marge brute négative de moins 37%. Ça fait mal, ça fait très mal. Mais sachant qu'en 2019, sa marge brute, elle était de 22%. Donc c'est pas non plus... Il n'y a pas de monopole, hein, la compagnie aérienne, on sait ce que c'est. Il y a une énorme concurrence. Et pour citer d'ailleurs Branson, il disait, je sais pas si tu sais, comment on devient millionnaire, Tino? Ah bah d'abord en on gagnant devient de l'argent. milliardaire. Non, non, d'abord on est milliardaire et après on achète une compagnie aérienne. Ça, c'est ce que Branson il a dit. Et non, mais c'est complètement ça, c'est vrai. Moi, j'ai acheté du Delta, mais je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté en avril. Donc Ah, en avril, j'avais une possible remontée qui était pour moi suffisante. C'est pas une action que je vais garder longtemps, c'est une action que je vais ouais, attendre qu'elle arrive jusqu'à un certain point, et là ouais, je vais la revendre. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec BNP Paribas. d'accord. Pourquoi? Parce que investir sur le long terme dans une compagnie aérienne, je ne trouve pas ça rentable. Elle a énormément de coûts, elle fait face à énormément de concurrence, et là on parle de Delta, mais on peut parler de plein d'autres compagnies aériennes, hein. Donc énormément de concurrence, et surtout, il y a aussi le problème des normes. Maintenant, regarde ici Delta, qu'est-ce qu'il a annoncé dans son actualité? Ils ont annoncé qu'ils voulaient tout digitaliser. Et pour ça, il a fait un partenariat avec IBM. Donc ça, petite info, Delta, IBM, ils se mettent ensemble. Deuxième info, et ça je pense que c'est un coup de com', c'est que Delta veut refaire toute sa flotte pour atteindre une émission zéro. Alors c'est bien beau de dire ça, ça va plaire à la mouvance green, mais refaire toute une flotte, ça coûte de l'argent. Donc ça, niveau investisseur, ça sent pas bon, tu vois. Pas Moi, c'est terrible. comme ça que je le perçois. Donc, si tu voulais entrer sur Delta et te faire un petit investissement court, moyen terme, tu Ouais, rentres en avril, en juin, il y a encore dans la période des 7 mois précédents, ça pouvait le faire. Entrer maintenant sur Delta, qui est quand même bien remonté, hein. Pourquoi? Parce qu'on anticipe la reprise de l'activité, ouais. à la vaccination, on ouvre un petit peu les frontières, donc on anticipe ça et le cours il remonte. Là je le vois donc sur ton graphique, maintenant le support il est à 42,80, d'après ce que tu mets. Ouais. Pendant longtemps elle était sous ça, hein. Donc moi, honnêtement, payer Delta maintenant, je le ferai pas. Je mets en garde les gens qui voudraient se dire qu'il y a encore une marche en prenant le point pré-Covid. Moi, là, je le ferai pas. Maintenant, que dire de plus sur Delta? Ben, c'est une très bonne compagnie aérienne. Elle est classée dans le top 10 des meilleures compagnies aériennes. Donc, on n'achète pas, excusez-moi de dire ça, mais on n'achète pas du Air France KLM, quoi. Non, mais c'est vrai. On achète comme quelque chose de plus solide. Malgré tout, je trouve que c'est un mauvais investissement pour du long terme. Donc, avoir pour du court, moyen terme. Et ça, pour le court terme, je te laisse nous donner tes informations. Alors, écoute, alors, bon, sur de l'hebdomadaire, sur ce graphique hebdomadaire, bon, on voit bien encore toute la pertinence de la moyenne mobile à 200 périodes, hein, qui ici a fait résistance, ici a fait résistance, enfin, pardon, support, et là qui fait justement voilà, résistance. Donc, tu vois bien, encore une fois, tu comprends pourquoi j'affectionne tout particulièrement la moyenne 200 périodes. Maintenant, si on zoome un petit peu, voilà. Alors, on a, selon moi, on a alors, il y a quand même beaucoup de positifs. On est quand même depuis qu'on avait cassé ce plus haut-là, donc quand même depuis le 26, non, pardon, depuis ce plus haut-là, depuis le 8 juin, donc on est en tendance haussière. Donc ça, c'est positif. On n'a pas d'excès haussier qui pourrait nous faire, entre guillemets, peur et de prendre des portes de saloon, entre guillemets. Donc, ça,
je trouve que la hausse quand même est très régulière, relativement régulière, qu'elle est saine. Il y a des consolidations qui ne sont pas violentes, qui sont saines. On a un rebond sur ce support oblique, même si là on l'avait un tout petit peu débordé, mais en fait l'analyse technique c'est pas au tas de crayon non plus. Donc on a fait ici support, ici support, ici support. On a ouvert un gap, comme d'habitude, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, là, pour le coup. On avait fait résistance ici, résistance, et on a dû ouvrir un gap haussier pour la traverser. Gap qui n'a pas été comblé d'ailleurs. Et puis, Attention on a donc. accéléré. Pardon? Attention donc. Pas forcément. Un gap comme ça de force peut ne jamais être rebouché. J'en veux pour exemple celui-ci là. Il y avait un petit gap ici, tu vois, du Ouais. 26 000, il n'a jamais été rebouché. Et il y en a même un ici que je vois le 18 mai, il n'a jamais été rebouché. Non, pas forcément. Souvent, les breaks comme ça puissants, les gaps comme ça puissants ne sont souvent pas rebouchés. Alors, c'est intéressant parce que alors, comment, tu me posais la question, comment on pourrait éventuellement rentrer sur ce titre? Je pense qu'il faudrait essayer de trouver un point d'appui le long de ce support oblique, tu vois. Je pense, alors j'ai pas la cotation, si 0 moins 0,44 là en direct, je pense qu'on va consolider, on est en train de construire une figure de consolidation et je pense qu'on va a priori, je dis bien a priori, on peut tout faire, on peut casser par le haut, casser par le bas. Bon. Mais je pense qu'on va un petit peu consolider là, parce qu'on a fait une belle hausse là, depuis février. Et avant, éventuellement, de casser par le haut, pullbacker et repartir vers le nord. Voilà. Moi, c'est mon scénario privilégié. J'ai en ligne de mire le comblement du gap qui est ici, ce petit gap-là, du 24 février aussi. Voilà. J'ai en ligne de mire ce gap-là qui est à, si on paye aujourd'hui, même si je ne le conseille pas, on est à 20%. Donc moi, ce que je conseille, c'est de surveiller un signal proche des 43 dollars. Et si effectivement on vient à breaker et faire un fort signal ici dans cette zone, on mettra un stop en dessous, hein, par exemple sous les 41, et on ira chercher 56 dollars. Donc, tu vois, si on paye aux alentours des 43, 44 dollars et qu'on met un stop en dessous des 40 et qu'on va chercher 56, autant dire que le ratio est excellent. Mhm. Donc pour du court terme, c'est intéressant. À voir un petit peu comment ça va se comporter, quoi. Moi, je ne réagis dans mes investissements que court terme. Pourquoi? Parce que j'estime que si le court terme est bénéfique et que j'ai gagné un petit peu d'argent sur le court terme, je vais conserver ma position le plus longtemps possible. Et si cette position court terme se transforme en une position long terme, tant mieux pour moi. Voilà. Mais après, chacun fait comme il veut, comme d'habitude. Voilà, Matt, pour Delta Airlines. Ok, ben nickel. Juste une petite chose que j'avais notée. Pour ceux qui veulent vraiment aller dans les compagnies aériennes, pourquoi ils ont leur raison, je conseille plus de s'intéresser alors à Airbus ou Boeing. Pourquoi? Parce que je pense que c'est plus intéressant pour du long terme. Voilà. Je voulais juste donner cette petite info qui est purement subjective. C'est quoi la valeur suivante, Mathieu? Tu veux passer à quoi? Eh bien écoute, on peut passer à du Navia Navia. et on gardera après le meilleur pour la fin. Ah, ça va bien. Vas-y, vas-y, Matt. Vas-y. C'est bon. Alors, Ben Navia, je vais être franc. Ça va être très dur pour moi d'être totalement objectif sur cette valeur. Pourquoi? Parce que les fondamentaux, ils sont pas là. Et c'est spécu. De temps en temps, dans un portefeuille d'investissement long terme, il faut avoir aussi cette petite partie que tu vas placer en te disant, c'est pour l'avenir, je crois au projet. Et Navia, c'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment un truc dans lequel je crois dans l'avenir, donc pour des potentiels rendements futurs. Ce que Navia dans les chiffres, c'est quoi? C'est un ratio dette de 0,36, donc c'est endetté, et elle a une marge brute négative. Ça fait pas vraiment de bénéfice, Navia. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Navia? C'est une société qui signe énormément de contrats en Asie. Elle a reçu des prix en Asie aussi, donc ça cocorico pour vous, hein, la petite française qui reçoit des prix sur la robotique et l'intelligence artificielle en Asie, c'est pas rien. Surtout elle les a reçus au Japon. Alors le Japon, pour y avoir été pendant très longtemps, je peux te dire que on mise tout sur l'autonomie des véhicules. Et pas que des véhicules, mais quand même.
Donc Navia, elle tire son épingle du jeu là-bas. Elle a signé des contrats aussi avec Israël, la Chine et la Corée du Sud. Donc ça, on peut dire qu'elle ratisse large en Asie. Elle a signé aussi, enfin, elle n'a pas signé encore, hein, mais je pense qu'il y a un accord dans les tuyaux avec Bolloré. Ça Oui, a fait d'ailleurs grimper son cours juste après oui, l'annonce. oui. Et là, le problème, c'est qu'elle se ramasse depuis quelques séances. Elle essaye de résister, elle se ramasse. Elle essaye de résister, elle se ramasse. Aujourd'hui, je crois que bah voilà, on va la clôturer à moins 9%. Oui. Ça fait mal. Je vois pas qu'est-ce qui justifie ça, fondamentalement, le moins 9%. Ouais, je crois qu'il y a un fonds qui a vendu beaucoup aujourd'hui, un gros fonds qui était dedans. Donc, tu vois, maintenant, on dit toujours le marché a raison. Donc, bon, écoute, on subit un petit peu là, le marché, mais c'est comme ça. Donc, je crois qu'à ce court terme, ça va être compliqué. Là, il faudra vraiment bien écouter ce que tu vas nous dire là-dessus. Cependant, à long terme, je pense que c'est une boîte qui peut vraiment devenir un acteur majeur des véhicules autonomes. Donc, moi, je suis totalement confiant sur Navia. Ces corrections-là, ça me fait pas peur. Au contraire, ça me donne même envie de renforcer. Mais pour renforcer, il faut encore trouver le bon point d'entrée. Et ça, Tino, je te laisse nous en parler. Alors, j'ai pas montré le graphe hebdo, mais enfin bon, c'est une recovery aussi, hein, voilà, voilà. C'est une recovery, donc on a vu un signal d'achat, tu vois, quand je parle des plus hauts, là, tu vois, on avait, pareil, regarde, des plus bas, des plus hauts, pardon, de plus en plus bas, tu vois, tu es d'accord avec moi? Totalement, ouais, totalement. Et puis ici, avec cette bougie-là, on l'a cassé. On a cassé, on a fait un nouveau plus haut alors qu'on n'en faisait pas depuis le début. On n'avait fait que baisser, on n'avait fait que des plus hauts de plus en plus bas. Donc ici, le vrai signal long terme, entre guillemets, alors c'est toujours plus facile de regarder les graphes par le passé. Les gens, notamment sur Twitter, sont très forts pour analyser les graphes du passé. Mais le vrai signal, a posteriori, quand on regarde le graphe, effectivement, il était là, il était aux alentours des 1,20 €. Maintenant, depuis, effectivement, on a fait une progression et encore, regarde encore une fois, ma moyenne mobile à 200 jours. Regarde un petit peu comme elle coiffe les cours. Et là, on pouvait se dire qu'encore une fois, la moyenne mobile à 200 périodes, à 200 jours cassée, et en plus pullbacké, regarde comme c'était magnifique avec le recul, c'était vraiment superbe. Cassé, pullbacké le lendemain, et on repart à la hausse. Hausse très exponentielle d'ailleurs. Et puis ensuite, bon, ben, cette hausse, ben, on la digère. Hein, on la digère pendant. On augmente, on prend en 3 séances 300%, excusez du peu. Puis ensuite, on prend 53 séances, donc on va dire 4 mois, non, 3 mois, pardon, de consolidation avant de repartir. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est très intéressant. Alors, on est toujours en tendance haussière, en effet, puisqu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. D'accord? Donc, ça fait partie des valeurs que moi, je nomme moins de risque, hein, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. N'oubliez jamais ça. Euh, donc, on a ce support, effectivement, que j'avais identifié, notamment sur Twitter, qui tient. Et effectivement, on a eu un signal d'achat qui était sur le dépassement, encore une fois, de ce plus haut-là. Celui-là. Effectivement, on l'a cassé. Et là, effectivement, logiquement, on aurait dû s'y appuyer dessus et on ne l'a pas trop fait. Parce qu'on l'a un peu enfoncé. Aujourd'hui, on a un petit peu débordé. Alors, pour moi, ce n'est pas la cata hein, sur Navia, mais loin de là, vraiment très, très loin de là. Pour moi, sur Navia, tant que l'on tient ce plus bas là, c'est-à-dire 2,74, on est haussier. On est haussier à moyen terme. Hein, c'est le principal, le moyen terme. Euh, donc, alors moi, je suis rentré sur Navia. Hein, j'étais rentré en par là. Et puis, j'ai vendu la moitié de ma position et puis je me fais sortir sur stop hier. Donc, tu vois, bon. Alors, comment on pourrait effectivement renforcer son Navia? Alors, moi, je vois deux possibilités de renfort sur Navia. Mais j'en privilégie une, je vais ne parler que de la première. C'est peut-être la plus simple. Elle est là, la possibilité de renfort sur Navia. Voilà. Elle est là, sachant que peut-être qu'on va zigzaguer, c'est-à-dire que
On peut éventuellement avoir des rebonds techniques parce que si on fait le retracement de Fibonacci que j'ai tracé là, on est sur un retracement encore pile poil à 68%. Donc, il est tout à fait probable qu'on fasse des rebonds de ce style-là avant d'aller chercher effectivement un point là. Et avant, et c'est le scénario le plus probable, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver, mais c'est le scénario le plus probable parce qu'on est en tendance haussière, en effet, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte, avant de repartir. De repartir, pourquoi? Pour aller tester éventuellement l'oblique qui n'a pas été encore dessiné par le marché puisque je n'ai que 2 points ici. Oh, si ça veut bien marcher, voilà. Et effectivement, si cette oblique, on la casse par le haut, il y aura une accélération haussière. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce scénario n'en est qu'un parmi tant d'autres. Mais lorsqu'on fait un investissement et lorsqu'on fait du trading, notre job, et c'est même un job passionnant, c'est de faire des scénarios. Et de faire un ou deux scénarios, et les 2 scénarios qu'on estime être par rapport à ce qu'on connaît, les compétences que l'on a, et les connaissances que l'on a, etc., les plus probables. Et se mettre en position en fonction de ces 2 scénarios les plus probables. Moi, je n'ai plus du Navia aujourd'hui, mais si je vois Navia consolider, me faire une espèce de figure ici, et venir toucher ce support et réagir dessus, ben, c'est une opportunité. Parce que je vais me dire, ben, j'ai un stop très court, j'ai un stop juste en dessous, j'aurai un stop, par exemple, ici, si on réagit ici, j'aurai un stop si on réagit à hauteur de 3 euros, tu vois, qui a plus un prix psychologique, et que j'ai un stop à 2,90, j'ai un stop très près, et je vise tout de suite 3,90, 4,40, et ainsi de suite, tu vois. Donc, L'objectif c'est est toujours bien la même plus chose. haut que Toujours le les plus stop, hauts, quoi. oui. Un objectif, toujours les plus hauts. C'est-à-dire que un plus haut est une étape supplémentaire à passer. C'est un palier à franchir. L'action, psychologiquement, le marché a besoin de franchir un nouveau plus haut, à rejoindre un nouveau plus haut et se dire, OK, je l'ai passé, je passe à l'autre, etc., etc. Le marché ne fonctionne que comme ça. C'est ce qu'on appelle la mémoire du marché. Voilà. On fait beaucoup de techniques aujourd'hui, décidément. Ouais, non, mais je pense que ça va vraiment intéresser, ça va vraiment apprendre aussi beaucoup à ceux qui vont nous regarder, parce que bon, le fondamental c'est une chose, mais le technique, je pense que c'est très important, surtout quand on veut rentrer sur des positions dans un marché qui est assez volatile en ce moment. Ouais, Donc, mais c'est ce qu'on a toujours dit avec Laurent, hein. Si tu as le fondamental et que tu as en plus la compétence technique, il n'y a pas besoin, encore une fois, tu vois. Moi, mes graphiques, je vois des graphiques sur Twitter et sur Facebook avec des millions d'indicateurs et des millions des RSI 12, 28, 32, des Ishimoku, des machins. Moi, je les ai tous utilisés, les indicateurs. Sincèrement, le prix, c'est le meilleur indicateur puisque les indicateurs reflètent le prix avec du retard. Alors pourquoi tu veux t'embêter à prendre des indicateurs qui là c'est reflètent le prix clair, avec du retard? Regarde le prix en direct. là c'est clair, il n'y a rien, il n'y a pas trop de couleurs, tout va bien. C'est pas parce qu'on a plus d'indicateurs qu'on est plus intelligent. Ah là là. Tu voulais voir quoi ensuite? Ensuite, c'est pas ce que je vais voir, c'est ce qu'on a prévu, et on a prévu de voir Blockchain Group. Ah oui, blockchain. Alors, Alors, blockchain, c'est joli. Ouais, vas-y, je te laisse en parler. c'est joli, c'est peut-être joli graphiquement. C'est pas joli dans les chiffres. Bah alors, blockchain, écoute, c'est assez compliqué de parler de ces fondamentaux-là. Je vais être honnête avec toi. Pour moi, ils m'ont pas. Déjà, ça m'a pas motivé à vraiment fouiller pour blockchain. Mais bon, on va quand même en parler. Blockchain, donc, c'est une société française et ça, c'est assez unique dans ce domaine. Toutes les autres sont américaines ou chinoises, généralement. Je crois qu'il y a aussi des canadiennes. Mais blockchain, moi, je la compare à Riot ou Canaan. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Ouais, tu compares un peu David avec Goliath. Mais quand on regarde ce qui s'est passé là sur les 6 derniers mois avec le Bitcoin qui a monté, bah, blockchain, c'est un petit peu le petit qu'on a laissé sur le côté parce que Riot en 6 mois, il a fait x12. Canon en 6 mois, il a fait x20. Et Block en 6 mois, il a fait x2,5. Donc, honnêtement, si je devrais mettre de l'argent sur une telle valeur, je ne la mettrais pas sur Blockchain Group, qui pour moi n'a pas les armes de ses concurrents et qui va juste être un peu un pétard mouillé, qui peut même être un attrape investisseurs particuliers qui vont se dire allez tiens je vais mettre dans blockchain, ça va exploser et en fait pas du tout. Et ils peuvent se retrouver bloqués. Pour moi blockchain c'est vraiment
une action à fuir, que ce soit en moyen terme ou en long terme. Si tu veux vraiment miser sur la technologie blockchain, va sur Riot ou va sur Canaan, pour citer que ces deux-là. D'ailleurs, je pense que ouais, Laurent, il a toujours une position Riot. Là, il est rentré dedans. Il est rentré peut-être au mauvais moment, mais force est de constater que je pense qu'aujourd'hui, Riot et Canaan, ils font plus 30%, je pense. Et là, il fait quoi aujourd'hui? Blockchain, il fait plus 2. Oui, mais fait, bon, ils n'ont pas la même. Je suis d'accord, c'est David contre Goliath. Rio, ouais, enfin, Rio, j'ai regardé tout à l'heure, Rio a perdu 50% en une semaine quand même, ce qui n'est pas le cas de blockchain quand même. Donc, c'est C'est vrai que, toujours la même chose. c'est vrai qu'il, Comparer, c'est vrai que il a beaucoup monté, il a beaucoup baissé, Riot. Mais malgré tout, malgré qu'il a baissé de 50%, c'est ce que je te disais juste avant, oui, il a fait x12. oui. Mais est-ce que quelqu'un, un investisseur, aurait été capable de subir 50% de baisse? Moi, je ne suis pas capable, personnellement, Faut l'air d'encaisser insolide, hein. 50%. Comment? Faut l'air insolide, hein. C'est rien solide. Hein. Quand tu vois, même si tu as un plus-value de 300-400%, quand tu encaisses en une semaine 50% de baisse, moi, je suis pas capable. J'ai pas la capacité Pour toi, psychologique. ça s'applaudit un investisseur qui fait ça? Qui résiste? Pas forcément. Ah, C'est pas une question d'applaudir. Non, je sais, tu vas me dire, je suis capable. Mais pour moi, tu vas dire, moi, je l'ai fait. Mais pour moi, c'est pas forcément. On en discutait, tiens, avec Laurent l'autre jour au téléphone. Même lui, hein, il en revient puisque il m'a dit, je pense qu'il le confirmera lui-même, que ben, finalement, quand il a des grosses plus-values, est-ce que ce serait pas, alors que lui était contre, il n'était pas forcément pour, du moins, de mettre des stops pour protéger ses gains. Lui-même, l'autre jour, il m'a dit, je crois que je vais réfléchir et je commence à mettre des stops sur les valeurs où j'ai des grosses plus-values pour les protéger. Moi, je pense que Riot, le gars qui s'est fait sortir ce stop à moins 10 ou à moins 15 et qui a racheté hier ou avant-hier à moins 50, il a gagné à la fois à l'aller et à la fois au retour et à la fois à l'aller encore. Donc, bon, je suis ça d'accord. serait. Moi, je vais être franc avec toi, Riot, je l'ai payé dans les 20. Et quand j'ai vu que ça atteint les 60, Ben, on va la j'ai regarder dit, si tu veux après. Ça peut être ouais, l'occasion de faire le non, non, mais comparatif. Riot, moi je suis plus dedans, mais pour te dire, Riot, moi je suis sorti sur les 60. Alors quand Ouais. après ça continue de monter, je me suis dit, ah merde, franchement j'ai été con. Et après, quand j'ai vu les moins 50, je fais, Alors, écoute, sur blockchain, on a eu je trouve que par rapport à Rio, quand même, je trouve que la construction est très intéressante sur Blockchain Group. Je trouve qu'on a eu un excès haussier qu'on est en train de consolider dans un fanion. Euh, Très intéressant de regarder par où ce fanion va sortir. Il me semble qu'il y a une petite oblique là, ouais, voilà, qu'il va falloir surveiller. Si on casse l'oblique par le haut, on peut aller chercher le haut du fanion et casser par le haut encore. Donc, ça peut être très intéressant. Par contre, effectivement, si on casse la zone des 1,75, il est possible qu'on retourne sur les 1,60 ici. Voilà. Qui a fait support ici, résistance ici. Ouais. Hop, résistance ici. Et éventuellement qui pourrait converger à la moyenne mobile à 200 jours. Tu vois. Donc moi, je ne suis pas complètement opposé. Alors attention, hein, Blockchain Group, il faut mettre des stops éloignés, hein, parce que là, en l'occurrence, si on rentre, le stop, il est quand même ici, on va dire, à 1,72, 73. Donc ça fait un stop déjà quand même à 10%. Mais le ratio est très élevé, puisque si on va chercher ici, ce plus haut-là, on a 12%, ce plus haut-là, 24%, ce plus haut-là, 36%. Donc les ratios sont très bons. Pour faire un petit comparatif donc avec Rio, intéressant, hein, Rio, hein, voilà. Je l'avais tracé pour un copain, mais ouais, c'est toujours pour les copains, on sait. moi je traite de très peu le. Ouais, moi, Rio, T'aimes pas. quand je vois des hausses exponentielles comme ça, sincèrement, pour moi, on va zigzaguer pendant un moment. Alors oui, aujourd'hui, on prend 34%, ok, c'est un rebond. Ça reste du rebond pour moi, puisque le dernier plus haut pour moi à casser, il est là. Tant qu'on est en dessous, on risque de faire ce genre de choses. Voilà. Et d'aller chercher ici, éventuellement, une zone de soutien qui pourrait correspondre
éventuellement ici à la moyenne mobile à 200 jours. La moyenne Moi, mobile de 100. je ne payerai au blockchain, mais je suis prêt à le payer ici. Qui correspondra en plus à un gap qui n'a pas été fermé ici. Moi, là, aujourd'hui, le plus 34%, pour moi, ce n'est pas un signal d'achat. Je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas un signal d'achat. Je C'est sais que un tu déçois des remonte. gens là. Hein. Comment? Tu déçois beaucoup de gens là. Hein. Si on vient à passer les 57 $, ce sera un signal d'achat. Alors, on va me dire, ouais, mais là, elle est à 52, c'est moins cher. Ben, paye. Paye. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je paye pas. Oh, c'est pas Moi, mon je paye pas. pognon. Hein. Moi, je paye pas. Je préfère, et ça, la communauté, le groupe Telegram du podcast où on fait de l'analyse technique hein, tous ensemble, ils le savent, ils savent comment je fonctionne et comment eux, maintenant, la plupart fonctionnent. On paye sur des signaux d'achat, sur des nouveaux plus hauts, sur des confirmations. On trade les corrections, on ne trade pas les impulsions. D'accord Voilà. Là, il y avait un signal d'achat. Regarde. Regarde. Là. Tu vois Là, il y a une hausse. Alors, il faut remettre ce contexte. Hein, ça paraît petit parce que depuis, on a beaucoup progressé, mais là, il y avait une hausse exponentielle qu'on a corrigée. On a fait un plus haut, on est redescendu. Il y avait le signal d'achat ici, à 24,50. Là, je suis d'accord. Alors, effectivement, les plus forts, ils ont payé ici à 17. Moi, je ne suis pas assez fort. Mais par contre, moi, en payant à 24, j'avais beaucoup plus de certitude et j'aurais pu prendre, si je l'avais tradé, ce qui n'a pas été le cas, une très belle hausse exponentielle aussi. 220% quand même. Hein. 220% quand même. Alors, oui, la personne qui a payé un peu plus bas et moins cher, qui a pris des risques énormes, il a payé ici et il a pris 338%. Tant mieux pour lui. Mais moi, pour moi, en bourse, on achète sur des signaux. Voilà. Et là, en l'occurrence, ça aurait été intéressant de voir le croisement des moyennes mobiles. Hein. Tu vois, que je disais tout à l'heure, tiens, elle s'est enlevée, je ne sais pas pourquoi. Je vais juste essayer de la reparamétrer, pardon. C'était trop de Pour voir signaux sur tes graphiques, ça allait pas, ça c'est pas, c'est parti. tu vois, hop. Ben là, elles avaient croisé ici, tu vois, mes moyennes mobiles là. Ouais. Je vais les mettre, pardon. C'est bizarre que ce soit des. Je vais mettre la. Juste pour montrer, en plus, ça permet aux gens de voir un peu comment ça se paramètre. C'est pas très difficile, mais voilà. La rouge, voilà, tu vois. Voilà. J'avais eu le croisement de mes moyennes mobiles qui était ici, tu vois. C'est-à-dire que la verte, qui est la moyenne mobile à 7 jours, croisait la rouge, qui était la moyenne mobile à 20 jours. Donc j'avais un signal d'achat sur cette bougie-là. Voilà. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, bien évidemment. Mais il y avait quand même un signal d'achat qui était ici. Et on aurait pu se dire que dès qu'on a cassé ici la moyenne mobile à 7 jours, ou plutôt ici, sous cette mèche-là, voilà, dès qu'on casse la moyenne mobile à 7 jours, de manière franche en plus, ici, bon, ça ne servait à rien de s'infliger. La personne qui avait mis un stop sous la moyenne mobile, tu vois, qui avait accompagné le mouvement ici en mettant un stop tout le long, et qui avait mis un stop par exemple ici, eh ben, il se faisait sortir ici à l'open, il se faisait sortir ici à 48. Tu vois. Ah oui, ça aussi, je rebondis là-dessus, c'est assez important parce que j'ai déjà vu sur les groupes des gens qui ne faisaient pas attention. Le stop, il faut l'adapter. Ah oui. Ça, c'est assez important parce qu'il y a eu des personnes qui ont suivi des avis et qui ont mis un stop et qui n'ont pas ensuite adapté le stop. Donc forcément, ils ont perdu une sacrée plus-value sur certaines corrections. Le stop loss, il n'y a pas de règle. Bon, sinon, on aura parlé beaucoup de technique, mais il n'y a pas de règle. La personne qui me dit le stop loss, il faut le mettre là, il n'y a pas de règle parce que tu peux mettre un stop à un endroit que tu estimes vraiment bien placé et te le faire taper sur une mèche ou sur un truc comme ça. C'est subjectif le stop, en fait. C'est pas subjectif, j'irai pas jusque-là, mais il y a effectivement quand même une appréciation personnelle, en effet, et une certaine expérience, un certain ressenti du marché en fonction de l'action. Sur Blockchain Group, tu ne mets pas le stop au même endroit que sur le grand.
d'accord? Parce que tu n'as pas la même volatilité, tu n'as pas le même carnet d'ordre. Sur blockchain, tu as un carnet d'ordre qui peut se vider très facilement. Donc, tu sais que tu peux prendre un moins 10 à l'open qui finit à la fin de la journée vert. Sur le grand, ça n'arrivera pas. Un moins 10, ou très rarement, ou très, 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 très rarement, un moins 10 à l'open qui finit vert sur le grand, j'aimerais bien qu'on me le montre. Voilà. Sur blockchain, ça arrive fréquemment. Donc, sur blockchain, tu vas mettre des stops un petit peu plus éloignés et tu vas être obligé de réduire ta taille de position. Moi, sur le grand, quand je suis rentré, j'ai mis un stop à 1%. Sur blockchain, tu mets le stop à 1%, tu l'as mis, il est de suite enlevé. Il est de suite tapé. Donc, Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais sur le grand, Tu payes ton j'ai mis un stop broker. à 1,5% parce que je savais que la zone d'achat où j'achetais, voilà, il n'y avait pas beaucoup de volatilité, que voilà, je pouvais, quitte à revenir plus tard, hein, c'est pas un souci. Hein. Moi, il m'arrive de me faire taper les stops et 1 heure après, on rentrait sur la valeur plus chère. Oui, ça, j'ai remarqué aussi dans les groupes, autant dans le nôtre que sur des groupes extérieurs. C'est une cause de frustration, ça. Dès que le stop est tapé et qu'après tu dois réentrer. Hein. Il faut l'oublier. Ça, il faut l'oublier. Moi, j'ai eu pendant longtemps cette frustration et ça m'a passé vraiment, véritablement, il y a quelques semaines sur Valneva, justement, où je me suis fait taper 2 fois le stop. J'y suis allé une 3e fois et j'ai pris 50%. Ouais. À méditer, ça, écoutez, même Tino, pardon, il se prend des frustrations dans la tête et il continue, il persévère. Mais la bourse, c'est le temple des frustrations et des regrets, hein, de toute façon. Il faut s'y habituer, hein, ça, c'est Ouais, sûr. ça c'est certain. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des valeurs. Je pense que c'est bon, Matt. Ouais, ouais, nickel. Écoute, c'était une première sympa. J'espère que ça a plu à tout le monde pour la reprise. Et puis, on va essayer de reprendre un petit peu le rythme qu'on avait là. Donc, on a essayé de faire quelques nouveautés. Il y en a d'autres qui vont arriver. Les ETF à Laurent. Le groupe, merci, on est 3000 hein, maintenant. Plus de 3000, incroyable. Laurent est très, très fier. Tout le monde est très fier, tout le monde est très content. Les postes sont de qualité, la bienveillance règne et on y tient. Ouais, vraiment. Et ça va rester comme ça. Et ça va rester comme ça de toute manière. Donc On voilà, veille au grain. on veille au grain. Et puis moi, je remercie tout le monde hein, pour les messages, que ce soit sur le groupe, sur Twitter. Beaucoup de gens très sympas. Donc c'est toujours c'est cool pour tout le monde. Si tout le monde avance dans le même sens, dans ce monde de brut, c'est bien. Ouais, je trouve que c'est vraiment une belle communauté qu'on a fait et je pense que l'avenir sera radieux, vraiment. Ça roule bien, ouais. Donc voilà, bah écoute, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Je Merci remercie mon bien ami sûr belge. tout le Merci pour monde tout. et j'espère que mon accent n'aura pas irrité les oreilles de nos amis Ah, français. c'est pas génial, mais bon, écoute, on fait avec. De toute façon, il va falloir s'habituer. Hein. Allez Tino, je te dis à bientôt et on se Salut retrouve Matt, pour au le revoir prochain tout le monde épisode. et à bientôt. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager un maximum cette vidéo. Ouais, Salut, ciao ciao. ciao Matt, à plus, ciao.